l'électorat du président. Les étudiants, majoritairement d'origine modeste et indigène, sont en guerre contre le gouvernement. Au début, la majorité d'entre nous soutenait le gouvernement, mais l'université était au bord de la faillite. L'année dernière, elle était même sur le point de fermer. À cause de cette situation, nous nous sommes mobilisés dans la rue et malheureusement, un de nos camarades est mort, tué par balle. C'est l'étincelle qui a fait exploser notre rage contre le gouvernement. Quand nous étions au collège, nous avions d'autres espérances. Ce qui nous enrage, c'est que le gouvernement ne fait rien pour nous, alors que c'est nous qui l'avons porté au pouvoir. À El Alto, l'assassinat d'un étudiant par la police en 2018 ne passe pas. Aux quatre coins du pays, contester le gouvernement d'Evo Morales se paye au prix fort. Au marché central de la coca, les paysans cultivateurs, des alliés pourtant fidèles du président, ont vu la police débarquer quand ils ont critiqué ses décisions. Le vice-président Alvaro García Linera, ex-guerriero marxiste, sait que les mécontentements qui s'expriment proviennent d'une partie des classes sociales favorables au président. Mais pour ce théoricien, ce ne sont que des péripéties inévitables. Nous avons créé une classe moyenne et c'est elle qui s'est retournée contre nous. Ça se produit quand tu élèves son niveau de vie et à un moment donné, il y a une inflexion et il se met à diminuer. Aujourd'hui, une partie du mouvement indigène nous a quittés. On perd des alliés d'un côté, mais on en gagne de l'autre. En 2005, nous n'avions pas le soutien du syndicat des mineurs, ni celui d'industrie. Les principaux soutiens du président bolivien se trouvent dans les zones rurales des hauts plateaux andins. La plaine tropicale amazonienne, elle, lui est traditionnellement plus hostile. Sauf ici, dans la région du Chapare, où Evo Morales reste un demi-dieu. Fils de paysans pauvres, il a construit sa carrière politique à la tête d'un syndicat de cultivateurs de coca et façonné sa légende. Au petit déjeuner, nous retrouvons Ramiro, un partisan convaincu du président. Militant associatif, il connaît bien cette région pauvre qui a bénéficié de la retentissante nationalisation des hydrocarbures opérée en 2006. Aux côtés d'Eusebio Rodriguez, dirigeant syndical et paysan, Ramiro découvre une nouvelle usine qui sort de terre pour transformer le gaz local en électricité. Et ça, c'est la nouvelle, hein? Oui, c'est la nouvelle. Les travaux sont toujours en cours. Elle n'a même pas encore été inaugurée. Ça, c'est la première centrale thermoélectrique qui a été construite dans la région. Avant, on n'en profitait pas de cette manière. Les usines appartenaient à des multinationales qui n'investissaient pas en faveur des Boliviens. Les mairies reçoivent de meilleures dotations. Par exemple, pour construire des terrains de foot, pour que les jeunes fassent du sport et pas d'autre chose. Le président Evo Morales connaît nos souffrances. Il est né ici. Jamais nous n'aurions rêvé d'avoir des infrastructures pareilles. Et ce n'est pas que dans l'éducation, il y en a aussi dans la santé, les routes, le sport. Vous voyez combien la Bolivie a changé? War Thunder, the military online action game, has received this year's first major update. The branch of unique En 13 ans, la Bolivie du président Evo s'est effectivement métamorphosée. En campagne électorale, pour que l'enfant du pays remporte un 4e mandat, Ramiro anime un atelier d'éducation populaire. L'objectif, mobiliser les communautés locales. Le mouvement syndical cocalero a été puissant parce qu'il était uni. Quand il y avait des barrages pour la coca, vous pensez que Evo bloquait tout seul? Non, tous les syndicats participaient à tour de rôle.
Le pays est devenu visible dans le monde entier. Quand Evo Morales parle de la Bolivie, tout le monde écoute. Pourquoi? Parce qu'il parle avec le cœur et au nom des paysans indigènes en lutte, aux Nations Unies et ailleurs. C'est une voix. Moi, je dis que c'est un petit Mandela. Il y a des pays qui étaient progressistes, comme l'Équateur ou le Brésil, et qui sont maintenant très à droite et très conservateurs. La Bolivie est un enjeu central, et tout le monde observe ce qui va se passer. C'est pour ça que je répète aux camarades que ces élections sont les plus importantes depuis des années. Parce que c'est là que va se décider si la Bolivie retourne au néolibéralisme ou si elle avance. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Les prochaines élections en tête, le dernier héros de la gauche latino-américaine est descendu de son hélicoptère pour inaugurer un nouveau puits de gaz. Les paysans se pressent pour l'écouter, car la région possède les deuxièmes plus importantes réserves de gaz naturel du continent, grâce auxquelles le pays connaît un taux de croissance à la chinoise depuis plus de 10 ans. Nous allons construire 5 nouvelles usines hydroélectriques et le réseau va s'étendre jusqu'en Argentine. Pour fournir ces marchés extérieurs, nous avons besoin d'explorer encore. Ma recommandation aux jeunes générations, c'est de se spécialiser dans des domaines techniques, dans le secteur pétrolier, devenir ingénieur dans tout ce qui touche à l'énergie. Et pour la première fois, l'État offre des bourses. Et si vous ne parlez pas anglais, malheureusement, vous resterez ici. Pour aller dans les universités étrangères, nous avons besoin d'une nouvelle génération de professionnels qui dominent l'anglais. Ce sont eux qui auront accès aux bourses. Extraire sans cesse plus de richesses du sous-sol pour sortir de la pauvreté. Ce dogme ne fait plus tout à fait l'unanimité. En 2011, Evo Morales tente d'imposer la construction d'une route au cœur du Tipnis, une réserve naturelle située dans la partie amazonienne du pays. Les communautés indigènes s'y opposent. La répression est brutale et médiatisée. Pour Pablo Solon, c'en est trop. Ce fils d'un grand artiste bolivien, membre des premiers gouvernements d'Evo, quitte son poste d'ambassadeur de la Bolivie auprès des Nations Unies. C'est au moment du Tipnis que l'on s'est aperçu que le processus de changement était en train de mal tourner. Mais ça avait commencé avant. Nous aurions pu devenir un pays agroécologique, qui abandonne les OGM, les agrocarburants, et qui promeut une production écologique. Oui. Seulement, suivre ce chemin était beaucoup plus difficile qu'emprunter celui de l'argent facile, produit par l'extractivisme. Ce qui s'est passé, ce n'est pas que Evo a changé d'avis. En fait, à ce moment-là, Evo et le gouvernement se sont mis à défendre les intérêts de nouveaux groupes sociaux. Ils ne défendaient plus ceux qui avaient fait la guerre de l'eau ou la guerre du gaz, qui étaient combatifs, qui voulaient en finir avec le néolibéralisme. Aujourd'hui, les classes sociales sur lesquelles s'appuie le président sont celles qui veulent gagner plus, avoir plus d'avantages, jouir plus, profiter plus. This pandemic is crippling families with debt because most people don't know that you can write off any unsecured debt. C'est une contradiction nouvelle que n'ont pas connue les expériences révolutionnaires précédentes. Nous avons dû apprendre sur le tas. Développement, terre-mer, coexister, développer sans détruire la terre-mère. Pour moi, cette question nécessite une décennie de plus. 10 ans de plus au pouvoir afin de poursuivre la modernisation de la Bolivie, une perspective que refuse l'opposition. Elle critique férocement le fonctionnement démocratique comme le modèle économique mis en place par Evo Morales depuis 2006, tout en reconnaissant parfois que le premier Indien au pouvoir dans le seul pays latino-américain à majorité indigène a d'ores et déjà marqué l'histoire.
image magnifique de ce pays, la Bolivie, donc d'où vous revenez, David Dormezzano. Par quel miracle le président Evo Morales peut-il se représenter alors même qu'il a perdu le référendum qui devait l'autoriser à se représenter? Après avoir perdu le référendum, Evo Morales a demandé l'avis du tribunal suprême. Et c'est ainsi que le miracle est arrivé. Le tribunal suprême a estimé qu'au nom des droits de l'homme, on ne pouvait pas limiter le nombre de mandats que le président pouvait faire en Bolivie. D'accord, donc là, il en est à 13 ans. Ça veut dire que s'il était réélu, il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2025, ce qui représenterait une présidence de 20 ans. Alors, pour ceux qui sont dans l'opposition et qui le sont donc depuis longtemps, depuis 13 ans, puisque Evo Morales a accédé au pouvoir en Bolivie, comment est-ce qu'on aborde bien cette campagne présidentielle? On l'aborde divisé parce que l'opposition à Evo Morales est très diverse. Vous avez des urbains, vous avez d'anciens alliés d'Evo Morales, des écologistes, des indigénistes, qui ont fini par se détourner de l'homme, de sa politique, de sa répression parfois, de ses méthodes, souvent jugées autoritaires. Et du coup, il n'y a pas un candidat qui représente toutes ces oppositions. Et par contre, le principal candidat s'appelle Carlos Mesa. C'est un ancien président, un historien, un journaliste respecté en Bolivie. Et je vous propose de l'écouter tout de suite. On parle du premier président indigène de notre histoire. C'est arrivé tardivement. Ça aurait dû se produire bien plus tôt. Ceci étant dit, que ça le transforme en irremplaçable, à qui on voue un culte de la personnalité, ça, c'est inacceptable. Ou la Bolivie emprunte le chemin de la démocratie, ou le pays choisit de poursuivre la voie de l'autoritarisme, qui, vu les antécédents en Amérique du Sud, peut se transformer en dictature. Si le président Morales reste, nous allons vers une situation critique, comme au Venezuela. En analysant les parcours des entrepreneurs qui semblent réussir, on cherche à les imiter. Alors, on vient d'entendre ces problèmes qui tournaient autour de la présidence d'Evo Morales et de son bilan, mais comment expliquer sa popularité? Parce que les sondages, aujourd'hui, en Bolivie, le donnent en tête du premier tour. Cette popularité, elle s'appuie avant tout sur un bilan qui est très fort. La Bolivie s'est énormément transformée pendant les présidences d'Evo Morales. On voit avec l'image de ce téléphérique qui est dans votre sujet déjà. Et son bilan économique est solide. Et donc déjà, ça c'est un argument très fort. Et il y a aussi le charisme d'Evo Morales. Evo Morales a toujours quand il dans les communautés indigènes assez rurales, quand il arrive, c'est un demi-dieu. Et ce charisme, ces résultats économiques, la modernisation du pays, fait qu'il reste en position plutôt favorable dans ce scrutin. Alors on suivra ça évidemment dans les journaux de France 24 avec vous aussi David. Merci de ces explications. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'est la fin de Reporter et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau. Ok, merci. Alors on passe maintenant à ma présentation. Alors, j'aurais ici comme une autre vidéo, mais peut-être on va le voir plus tard. Pour l'instant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Ici, j'ai une photographie quand Janine Agnès avec Arturo Murillo, qui a devenu le ministre de l'Intérieur. C'était un monsieur pas mal sanglant, celui-là. Et lui, il a échappé la Bolivie juste après les élections que les masses, les partis politiques d'Evo Morales a gagné par 55,1% vis-à-vis 18% qui c'était Carlos Mesa, qu'on vient de le voir, que c'était le 12e candidat, mais on voit qu'il y avait une grande distance. Mais aussi, quelque chose que les gens ils ne parlent pas à propos de la Bolivie, de ces dernières élections, c'est qu'il y a eu une fraude qui a été organisée par la droite. Et en fait, c'est une fraude qui a commencé en Floride avec Bush le 12e, et ça continuait avec
Trump, qu'ils ont utilisé les mêmes modèles de fraude. Alors, même à la Bolivie, la droite a eu assez de temps pour planifier les fraudes parce que la ultra-droite, il voulait vraiment gagner les élections nationales, qu'à la fin, c'était le 8 octobre. Alors, ils ont remis l'élection générale, l'élection nationale, comme 3 fois. Et Janine Áñez, la dictatrice, a essayé de la pousser encore plus loin, les élections, parce que tout le monde savait qu'elle allait perdre les élections et que, par contre, les masses, le parti politique d'Evo Morales, il allait gagner par de grands numéros. À la fin, c'était juste 55%, 55,1%, le taux qu'il a eu pour gagner la sélection nationale, mais on n'a pas compté vraiment la fraude qui a été organisée par la droite, parce qu'ils ont eu beaucoup de temps pour planifier tout ça. Et on sait aussi qu'ils avaient beaucoup de financement de corporations comme Elon Musk et allaient directement en Argentine. Et en fait, la fille de Trump, Ivanka Trump, a voyagé à l'Argentine, à la partie du nord de l'Argentine, à Jujuy, pour donner cet argent-là à tous les gens qui étaient en train de planifier le coup d'État. Ensuite, c'était les États-Unis, l'ambassade du Brésil aussi. Et on vient de trouver que ça fait une couple de semaines que l'ambassade de l'Angleterre était aussi en train de planifier ce coup d'État-là. Le coup d'État a été planifié dans l'Université catholique de La Paz. Et tous ces gens-là, comme le monsieur qu'on vient de voir, le candidat, le 12e candidat, Carlos Mesa, il était là dans la même réunion. Et aussi, dans la même réunion, était l'ambassadeur du Brésil, l'ambassadeur des États-Unis, Israël, qui est l'ambassadeur aussi de l'Angleterre, et aussi l'Église était là, et aussi le président de ce qu'on appelle la Confédération nationale pour la démocratie, que c'était toute la droite organisée, qui était là aussi. Et bien sûr, on avait aussi dans cette réunion beaucoup d'autres personnes aussi, comme des dirigeants des groupes de choc en Bolivie, qu'on appelle la Juventud Cruceñistas, les jeunes de Santa Cruz, et aussi les jeunes de Cochabamba, qui s'appellent la Resistencia Cochala, qui sont des groupes de choc paramilitaires et qui en fait, c'est la police qui ont donné des motocyclettes et des armes à ce groupe-là. Alors, on voit ici que Janine Áñez, c'était à ce moment-là qu'il est rentré au palace de gouvernement, qu'on appelle le palace brûlé, parce qu'il a été brûlé dans un épisode de présidence, comme ça fait des années, mais il a resté avec le nom de Palacio Quemado, le palais brûlé. On le connaît comme ça jusqu'à date. Mais Evo Morales a bâti à côté de cet édifice un autre édifice qu'il appelle la Maison du Peuple. Et c'est une place, c'est un grand édifice, je pense qu'il a comme 20 étages, et avec l'art indigène partout, et qui a beaucoup de choses très modernes, beaucoup d'ordinateurs partout, et que tout le monde bolivien peut rentrer à cette place-là et utiliser tout ce qui est là. Non?
Mais Janine Agnès, quand elle est devenue la présidente de facto, elle a décidé de gérer son administration à partir du palais brûlé, c'est-à-dire l'ancien siège du gouvernement. Et c'est là qu'il était rentré avec cette Bible. C'est une grande Bible de l'époque coloniale, d'un côté. Et de l'autre côté, il avait son épée, c'est-à-dire il avait l'appui des forces armées régulières, il avait l'appui de la police et aussi il avait l'appui de ce groupe de choc paramilitaire, non? Mais ici, on a une autre photographie avec Camacho qui porte la Bible parce que les autres, Janine Agnès et Fernando Camacho, ils ont dit que les cultures Aymara, Quechua, Guarani, Tobas et autres sont juste des groupes, comment est-ce qu'on dit, des groupes de la population historique, mais qui sont pas civilisés et que plutôt qui font le culte du Satan, du diable, et que les Indiens, ils devraient retourner à la campagne. Alors, Janine Agnès, il voulait sortir tous les Indiens des villes, parce que les villes appartiennent à la bourgeoisie d'ultra-droite de la Bolivie. Et la représentante était Janine Agnès, Fernando Camacho de la partie orientale de la Bolivie et des autres, non? Alors, ils sont rentrés juste comme dans la colonisation de Collasuyu, de Tahuantinsuyu, que les Espagnols ont arrivé avec la croix pour nous faire croire dans la religion, non? Ils nous ont forcés à croire dans le catholicisme, dans le christianisme et avec l'épée aussi. Avec la croix et avec l'épée, ils ont envahi et conquéri toute la Venezuela. C'est la même chose qui s'était passé partout. Et ces mouvements de droite fascistes et racistes, ils ont fait la même chose, en fait. Ils ont tué des femmes et cette photographie, pour moi, a une très haute valeur symbolique parce qu'on voit l'homme armé jusqu'à dents en train de tuer une femme qui est à la première ligne de résistance, comme notre grand-mère Anacaona. C'était une chef taïno. Alors, je pense que cette image, il fait une sorte de résumé de tout ce qui est arrivé pendant l'année du coup d'État en Bolivie. Non? On a eu 4 ou 5 massacres. Il y a eu comme presque une quarantaine de vies qui se sont perdues. Tous ces morts-là sont morts par des balles de l'armée et de la police. Non? Il y avait même un hélicoptère et même il y avait des avions de combat qui ont passé par des populations qui étaient en train de marcher et ont tué pas mal de gens. Non? Alors, en fait, c'est très symbolique parce que l'histoire récente de la Bolivie, c'était toujours comme ça. On voit des photographies, j'ai comme tout un ensemble de photographies où on voit des femmes
qui sont en train de se batailler avec des armées entières. Et les femmes sont en première ligne. Je pense que c'est très culturel a commencé avec Bartolina Sisa, qui était la compagne de Tupac Katari, qui s'est soulevée l'année 1781. Non? Puis on va voir si après je peux comme, faire un résumé de ce qui s'est passé cette année-là. Parce que cette année-là, l'année 1780, 81 et 92, il y a eu en fait deux soulèvements dans le Tawantinsuyu. Le premier a été mené a été guidé par Tupac Amaru. Et je pense que j'ai un film qui c'est juste en espagnol et en quechua. Et j'essaie de le traduire en anglais pour que vous pouvez le voir. Je suis en train toujours de faire la traduction et de faire le sous-titrage. Non? On va voir si j'ai assez de temps pour l'avoir pour vous autres. Non? Et alors, comme je disais, la valeur symbolique de cette photographie, c'est très, très important. Parce que c'est vraiment les femmes qui ont commencé à vivre ces responsabilités vers l'histoire du pays. Et ils sont sortis pour défendre son révolution culturelle. Et ici, on a encore Luis Fernando Camacho, que c'est un monsieur qui vient de la Croatie. Alors, c'est un néofasciste de la Croatie et qu'il a devenu un businessman en Bolivie. Il est très riche, non? Il a comme financé le coup d'État. Et aussi, il a recruté des jeunes personnes, comme ici, il s'appelle Yacid Molina, il vient de Cochabamba, et c'est le dirigeant de la Resistencia Juvenil Cochala. Ça, c'est le nom du groupe de choc. Non? Et que ce groupe-là, c'était plutôt une motocyclette que la police avait donnée à ce groupe paramilitaire et qu'ils se sont battus plutôt contre les femmes. À chaque fois que les autres ils voyaient des femmes aymara ou quechua, que c'est très facile à les voir parce qu'ils portent toujours des polleras, qui sont des grands comme sont des vêtements propres aux Indiens, aux indigènes boliviens, non? Alors, il les faisait passer par des choses comme qu'on ne peut pas décrire vraiment. C'était terrible. Ils ont tué, ils ont donné des coups de main, ils ont donné des coups de pied, ils ont rasé les femmes. Ils sont mis de la peinture. Je pense que j'ai une vidéo que je vais essayer de montrer. Alors, le coup d'État a été aussi supporté par ces sortes de groupes qui étaient organisés et financés par Luis Fernando Camacho, que c'était le monsieur qui rentrait avec Janine Agnès dans le palais brûlé avec la Bible. Non? Et ensuite, ils ont brûlé la Huipala. La Huipala, c'est le drapeau qui représente le Tawantinsuyu, la confédération Inca. Et que la Huipala, il contient au centre le dessin d'un chacana. Alors, c'est notre constitution aussi. Et si on a l'État, je vais essayer d'expliquer c'est quoi le significat de la Huipala. OK? Alors, on va essayer de faire ça vite.
Alors, les conséquences du coup d'État, maintenant, c'est ces dernières semaines qu'on a mis en prison à Janine Agnès et que j'ai trouvé cet article d'un centre de recherche de l'Amérique latine qui s'appelle ALAI, l'Amérique latine en mouvement. Ça, c'est le nom de cette organisation de recherche, un think tank de l'Amérique du Sud, non? Et que les responsables du coup d'État ont fait des crimes de lèse-humanité, qui maintenant sont emprisonnés à La Paz, et que cette étape historique, ça a passé en Bolivie, mais on voit que ça va passer bientôt en Équateur, parce que hier soir, il y a eu la confrontation de candidats qui vont aller au deuxième rang des élections, parce qu'ils ont déjà eu son élection nationale, mais il y a juste, il n'y a pas eu une gagnante claire. Alors, il faut qu'il aille dans une deuxième rang pour l'élection nationale. Et c'est Adrián Arauz, un jeune homme, qui va aller pour le mouvement des citoyens, qui c'est le mouvement guidé par Rafael Correa. Mais on voit aussi qu'il y a des problèmes en Chili, puis Mimi, il est dans notre cours. Elle était partie au Chili justement quand les problèmes ont commencé au Chili. Alors, il a vécu en Chili pendant à peu près 6 mois, mais là, il a été témoin de tout ce qui s'est passé cette année-là. Parce qu'au Chili, comme tous les jours, les gens, spécialement les jeunes gens, ils sortaient dans la rue pour se manifester. Mais la police, la gendarmerie en Chili, ils ont trouvé de nouveaux techniques pour faire la répression. Et cette nouvelle technique, c'était comme viser les yeux des manifestants. Alors, il y a comme des centaines de personnes qui ont perdu la vision. Non? Ça n'a jamais existé ça dans la guerre. C'est la première fois dans l'histoire de guerre que les forces armées cherchent à blesser les personnes qui font des marches, mais en visant ses yeux pour leur rendre aveugle. Et ils ont abouti à rendre aveugle à des centaines de personnes. C'est un crime de lèse-humanité aussi. Et maintenant, ils sont en train de faire le cas dans les cours internationales. Et Janine Agnès a eu, ces dernières semaines, a eu deux nouvelles qui étaient très mauvaises pour elle. La première, c'était qu'elle voulait devenir la nouvelle gouverneure du Beni, que c'est son département d'où il vient. Mais elle a juste eu comme 15% du vote de la population du Beni. C'est-à-dire que même ces paysans, sont gens, ils ne sont pas votés pour elle. Ils ne l'aiment pas. En fait, la population du Beni, ils ont empêché la fuite de Janine Agnès, qu'elle était prête à enfuir la Bolivie. Elle s'est préparée pour aborder un avion qui allait la laisser en Colombie. Mais la population du Beni, ils sont encerclés
cet avion-là et ils ne sont pas laissés comme décoller l'avion. Ils ont gardé Janine Agnès. Et depuis ce moment-là, ils ont gardé une sorte de vigilance comme tout le temps sur l'appartement où elle vivait, Janine Agnès. Et la deuxième, c'était qu'il a été trouvé dans une boîte de matelas cachée parce qu'il avait l'ordre à la police d'aller arrêter Janine Agnès. Alors, elle a eu deux mauvaises nouvelles ces dernières 2 semaines. Et maintenant, elle est dans une prison à La Paz, en train d'attendre le jugement, que tout l'appareil bureaucratique de la justice commence à développer son cas. Non? Et avec elle, il a eu aussi 2 ministres qu'elle avait dans son régime qui étaient aussi emprisonnés. Alors, tous les 3 sont en train d'attendre leur jugement. Et les accusations sont 3. C'est bizarre parce qu'elle a utilisé ces mêmes accusations pour mettre en prison comme des milliers de personnes, même des personnes qui n'avaient rien à voir, comme par exemple la secrétaire privée d'Evo Morales, qui était emprisonnée juste pour le fait qu'il était la secrétaire d'Evo Morales. C'était un poste bureaucratique. C'était tout. Il n'était pas un militant du parti d'Evo Morales ou elle n'avait pas aucune fonction administrative dans l'époque d'Evo Morales quand lui il était président. Mais elle était prise prisonnière. Elle n'a pas eu comme ses droits respectés, pas du tout. En fait, elle a perdu son bébé en prison quand elle était emprisonnée. Et les charges contre elle, c'était de sédition, parce qu'elle était la secrétaire d'Evo Morales, pour terrorisme, mais elle a fait nulle chose comme des actes de terrorisme, elle n'a pas fait rien de tout, non? Et des complots. Alors, les mêmes choses que Janine Agnès a utilisées pour mettre en prison des milliers de personnes, maintenant, on utilise les mêmes figures pour l'accuser dans les tribunaux en Bolivie. Mais, au contraire, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle n'a pas respecté les droits humains des personnes qu'il mettait en prison. Mais ces droits sont respectés, comme elle s'est déclarée en grève de faim, Janine Agnès, c'est-à-dire, et on a respecté ça. Maintenant, elle est dans une clinique privée en Bolivie, à La Paz, mais on respecte toujours ses droits comme personne, non? Quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Aussi, Janine Agnès, juste avant d'envoyer l'armée et la police pour faire les massacres, surtout à Sencata et à Sacaba, qui sont 2 places, un à La Paz, dans la région de El Alto, et la deuxième à Cochabamba. Elle avait émis un décret présidentiel, c'est-à-dire qu'elle a évité d'envoyer ce décret comme proposition de loi au pouvoir législatif, que c'est comme on doit faire les choses en Bolivie par la Constitution, ça dit ça, mais elle n'a pas fait ça, elle a juste émis le décret, c'était le décret 4078, et que ce décret-là, il garantissait l'impunité
aux forces militaires et policières pour que les autres peuvent sortir à commettre ces crimes de lèse-humanité. Et le résultat, c'est qu'on a presque une quarantaine de personnes assassinées, des centaines de personnes qui sont blessées. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes blessées. C'était 37 personnes qui sont mortes à Sencata, Sacaba, Montero, Ovejullo et les autres places en Bolivie. Alors, il y a eu comme au moins 3 massacres. Et Luis Fernando Camacho, qu'on a vu dans les photographies que je viens de montrer, lui, il a été toujours un séparatiste qui voulait séparer la Bolivie en deux. La partie orientale, dans laquelle il est un businessman très riche, et il a financé tous ces groupes de choc qui sont les commandos civiques, des groupes aussi religieux extrémistes, et qu'il a commencé ses activités contre Evo Morales, ça fait l'année de 2006, déjà il a commencé à faire ça, d'essayer, parce que comme croate, il est expert en l'atomisation des pays, comme ça a passé à l'Union soviétique. Alors lui, il connaît parce qu'il a vécu tout ça. Puis ensuite, il est revenu en Bolivie. Et le ministre de Justice, maintenant, Ivan Lima, a décidé qu'il est en train de préparer le cas pour Janine Agnès, et il va demander 30 ans d'emprisonnement pour Agnès et ses complices dans l'administration d'avant, et aussi pour les crimes de lèse-humanité. Non? Alors, il y a des autres plaintes qui vont être déposées devant le procureur général, qui sont que Janine Agnès, il savait prêter 346 millions de dollars du Fonds monétaire international sans demander au pouvoir législatif. Et à chaque fois qu'on fait des choses comme ça, si on va avoir des prêts du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale ou des autres institutions, il faut qu'on demande aux législateurs et législatrices. Mais Janine Agnès n'a pas fait ça. Elle a juste émis le décret qui s'apprêtait. Il s'avère que la majorité de ces fonds-là, de ces 346 millions, c'était dans le temps de la pandémie, mais elle n'a pas utilisé ces argents-là pour acheter des respirateurs ou des choses pour la pandémie, sinon qu'il a essayé pour les mettre dans ses poches, pour devenir plus riche. Alors, on a toute la documentation, et on va l'accuser aussi pour ça. Aussi, il a eu comme la privatisation de cette entreprise de l'État. Alors, c'est pour ça aussi qu'on va faire ces charges pour la mettre devant le cours. Et bien sûr, pour la violation des droits de la personne, des Boliviens qui étaient en Chili et essayaient de retourner en Bolivie, mais la police et les forces armées n'ont pas laissé ces Boliviens
de rentrer à son pays. Non? Ils sont tenus à la frontière entre la Bolivie et le Chili, que c'est une place dans le haut plateau, que c'est très froid. Et comme j'ai allé visiter au Chili des années auparavant, et la température il baisse jusqu'à moins 20 quelque chose de degrés. Alors c'est très très froid. Alors il y avait des centaines de Boliviens qui étaient pris dans cette région-là, puis ils ne pouvaient pas retourner au Chili, et ils ne pouvaient pas rentrer en Bolivie par une décision de Janine Agnès. Alors, ces personnes, ces Boliviens, sont en train aussi de faire ces accusations contre elle. Et finalement, ils vont aussi l'accuser pour tous les vols, pour tous les fonds qu'il a volés, des financements qu'il a eu pour la pandémie. Comme il a acheté des respirateurs de la Chine, mais quand les respirateurs ont arrivé à la Bolivie, ce n'était pas des respirateurs. Il a acheté des autres choses. On ne sait pas pourquoi, non? Et à la fin, il n'a pas fait grand-chose pour arrêter la pandémie. Et aussi des juges, maintenant, il a élevé les 4 mois qu'il allait attendre pour son jugement à 6 mois. Maintenant, il va rester 6 ans dans la prison à mesure que son jugement tient place. Non? Et elle a reçu l'appui de la conférence épiscopale, c'est-à-dire des curés de la Bolivie. C'est la Bible et la croix. C'est comme pendant la période de Francisco Pizarro. Non? Je vois nulle différence. Aussi, elle a eu le support de Luis Almagro, que c'est le président de la OEA, que c'est l'Organisation des États américains. C'est comme les Nations Unies pour les pays des Amériques, non? Parce que Luis Almagro, lui, il a dit que les élections qu'on a eues l'année 2019, c'était un grand fraude. Et il a accusé Evo Morales. Et suite à son déclaration, c'était les militaires qu'ils ont demandé qu'Evo Morales présente sa renonce comme président. C'est quelque chose qu'il était obligé à faire. Parce que sinon, les militaires ont dit qu'ils allaient massacrer le peuple bolivien. Alors, pour éviter tout ça, Evo Morales a dû comme se réfugier en Argentine et quitter la Bolivie par avion prêté par le président du Mexique, AMLO, que c'est Andrés Manuel López Obrador. Et finalement, aussi la porte-parole le gouvernement des États-Unis avec Biden maintenant, elle a dit que les États-Unis suivent avec inquiétude les événements liés à la récente arrestation d'anciens responsables par le gouvernement bolivien. Alors, ils sont en train d'appuyer ceux et celles qui ont fait des coups d'État. Et finalement, les médias. Les médias en Bolivie sont en majorité dans les mains de la bourgeoisie nationale. Non? Et pendant la période du coup d'État, les Boliviens étaient complètement désinformés. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans son pays. Non? Et à ce moment-là, on a commencé à utiliser les réseaux sociaux. Et c'est la seule manière qu'on avait pour informer les Boliviens de ce qui se passait dans
dans son pays. Non? Et mon frère, à ce moment-là, il était très actif pour organiser des conférences, des discussions, des conversations pour que les Boliviens, on sache qu'est-ce qui arrive dans notre pays. Et ici, j'ai une vidéo qui c'est à propos de Patricia Arce. Et Patricia Arce, c'était un maire d'une ville bolivienne qui s'appelle Vinto. Et vous allez voir la vidéo, que c'est très choquant pour moi. Et c'est ça ce qu'on a fait avec les femmes boliviennes durant cette année de coup d'État. La verdad, yo no tengo miedo por decir mi verdad. Yo estoy en un país libre y no voy a callar. Alors, c'était comme ça. C'est juste un exemple. Non? Et les femmes boliviennes, spécialement les femmes indigènes, ils ont souffert beaucoup avec le coup d'État parce que ces symboles culturels ont été détruits et même elles, toutes ces femmes-là ont été persécutées par les forces pro-fascistes et très, très racistes. Non? Et ici, on voit où s'est caché Janine Agnès. On l'a trouvé cachée dans une boîte de lit. Non, elle était cachée. C'est bizarre de la voir comme ça parce que quand elle était présidente, elle était comme toujours en train de démontrer comme elle n'est pas blonde, mais elle a peinturé ses cheveux blonds. Non, elle était indigène elle-même, mais elle dit que non. Non, elle haïsse les indigènes. Alors, c'est comme ça qu'on l'a trouvée. Puis ensuite, on l'a apporté à la prison. C'est là qu'il était maintenant, jusqu'à qu'il s'est déclaré en grève de faim. On a respecté tout ça. Et il fait sa grève de faim maintenant dans une clinique privée à La Paz. Non? Alors, ici, c'est une peinture d'ici et qu'on est en train de tuer un indigène Sénégal, je pense. Non? Que c'était la même chose.
Ça n'a pas changé grand-chose depuis l'arrivée des colons à nos territoires. C'est la même chose. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin d'aller à la salle de bain? On vous donne 5 minutes, puis on revient. Mais juste 5 minutes. OK? Marcelo, il est 11h20, donc je pense que c'est normalement à l'heure de la fin du cours. OK, alors laisse-moi aller ça vite, très vite, OK? Alors ici, vous savez bien que c'est le Tawantinsuyu, on le connaît comme l'Amérique du Sud, mais maintenant vous savez que c'est le Tawantinsuyu ou la Confédération Inca, qui a été, une fois que les Espagnols, les envahisseurs ont arrivé chez nous, ils ont divisé le Tawantinsuyu était comme toutes ces parties ici, toute la partie occidentale du sous-continent, c'était la Confédération Inca. Mais les Espagnols ont préféré d'atomiser et de créer des administrations comme ça, non? Que maintenant, on continue à respecter cette schéma. Et la Bolivie était là. Et ça, c'était la Bolivie avec tous les territoires qu'on a perdus. On était le deuxième, on était le double de ce qu'on est aujourd'hui. Okay. Et ça, c'était toute la Confédération Tawantinsuyu formellement. Okay? Parce que la région affectée par la Confédération allait au-delà de ces circonscriptions. C'était comme plutôt jusqu'à ici, à peu près. Je pense que j'ai fait un essai, on va voir si j'ai été capable de le mettre, mais je pense que non. C'est toujours la Bolivie. OK, voilà. En mauve, j'ai mis les parties qui ne faisaient pas partie de la Confédération formelle, mais que c'était la zone d'affectation. Et on voit que presque toute la Bolivie était affectée par la Confédération Inca. Alors, la présence de la Confédération Inca, c'était vraiment quelque chose de très important, non? Et que ça reste avec nous autres. On parle toujours à propos de la Tawantinsuyu. OK? Et je voulais aussi vous montrer ce mot en Aymara, mais on va le faire la prochaine classe si on a assez de temps. Et ici, je pense que j'ai déjà montré ce numéro, et c'est les 14 ans de gouvernement d'Evo Morales. Et on voit comment est-ce qu'on a cru. Ici, on voit la croissance du produit interne brut qui a varié entre 2,5 jusqu'à 3,9, presque comme les Chinois. Alors, le secteur économique a grandi beaucoup avec Evo Morales, mais la différence, c'est que tout l'excédent du secteur économique a passé à la population. Alors, je pense que j'ai une autre... OK, je pense que c'est une autre partie. Que la pauvreté a diminué d'une manière dramatique. Ici, qu'avant, comme vous le savez bien, on était le pays le plus pauvre après l'Haïti. Mais après l'administration d'Evo Morales, après ces 14 ans, on a diminué la pauvreté absolue
de 38% à 17%. Alors, vraiment, ça fait une grande différence. Comme je peux vous dire que Evo Morales a été le meilleur président qu'on a eu depuis la fondation de la République. Et ça, pour moi, ça c'est absolument clair. Aucun autre président a été comme Evo Morales. Elle a bâti beaucoup d'unités, beaucoup d'écoles, beaucoup de facilités pour faire le sport, beaucoup des hôpitaux de second niveau, beaucoup de maisons pour les gens, non? Ici, c'est pas la verbe, c'est de la vie. L'espoir de la vie a passé de 64 à 71. Maintenant, l'espérance de ma vie, par exemple, est de 71 ans. Alors, j'ai encore 10 ans pour vivre. Non? Et le salaire minimum aussi a monté jusqu'à 2000. C'était 400 bolivianos. Il a monté jusqu'à 2000. Alors, vraiment, tous ces chiffres, ils montrent un pays qui est en train de devenir un pays de classe moyenne. Avant, on était un pays pauvre, point. Maintenant, on a devenu presque comme le Brésil, non? Et j'écoutais des analystes en politique qui disaient que la Bolivie est comme l'Arabie saoudite parce qu'on a des réserves. La première réserve de lithium dans le monde, c'est dans la Bolivie. On est le deuxième réservoir d'hydrocarbone gazeux en Bolivie aussi. On a beaucoup de pétrole et on a aussi des pierres précieuses et semi-précieuses. Et on a 2/3 de notre territoire, c'est de l'Amazonie. Et l'Amazonie est tellement riche. On a beaucoup de richesses. Et aussi, j'avais mis ici cet lien que je vais partager avec vous autres pour qu'on mesure, mais vous feriez ça, je vais vous envoyer le lien pour qu'on sache c'est quoi notre empreinte écologique, ok? Puis ensuite, on va le comparer avec l'empreinte d'un Bolivien et d'une personne qui habite dans le Bangladesh. Parce que j'avais fait cette recherche l'année 2013, je pense. Alors, à ce temps-là, une personne qui était en train de naître ici au Canada, on avait peur, nous autres, les indigènes, parce qu'on savait que cette personne, cette nouveau-né, allait avoir une empreinte écologique 100 fois celle d'un Bolivien qui aussi était en train de naître et 200 fois celle d'un Bengali, d'une personne qui vient du Bangladesh. Alors, maintenant, on va mettre à jour ces recherches que j'avais faites et on va trouver où on se trouve comme des Canadiens, comme des Ontariens en relation à des autres pays qui sont aussi en train de chercher leur développement capitaliste. OK, ça c'est pour la prochaine fois. Et il y a quelque chose que je voudrais avancer avec vous autres, que c'est la théorie des fractales. C'est quelque chose que pour moi, ça a été très important parce que j'ai trouvé qu'on savait les fractales, nous autres, les indigènes. OK? Mais pour la pensée occidentale, ça a juste été découvert l'année 1992. C'est tout récent. OK? Mais je vais faire mon mieux pour faire cette classe-là à propos des fractales. Alors, avec tout cela, je vous dis Hikisinkama, Halaya, merci beaucoup et on se verra mercredi prochain.
Merci. Ok, à la prochaine. Portez-vous bien.